Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Nos invités ont un point commun, ils sont tous passés par des études de compta. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, bref, ils font tous plus ou moins de la compta. Eh bien en réalité, pas tout à fait. Certains ont même quitté les métiers du chiffre pour devenir prof ou monter une entreprise par exemple. À travers ces parcours, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Ce podcast est rendu possible grâce au label Copilote. Le label Copilote, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagne dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy at Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible en description. Bonne écoute! Bonjour Manon. Bonjour. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, de te retrouver à Rouen. Alors pour moi, c'était une première, je ne connaissais pas du tout Rouen, mais pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai eu l'occasion de découvrir que c'était une super jolie ville. Donc j'encourage tous ceux qui nous écoutent à aller la visiter. Et donc aujourd'hui, on n'est pas dans le cabinet de Manon, on est dans mon Airbnb. Elle a fait le déplacement pour l'interview. Donc si je t'explique un peu comment ça va se passer, on va remonter jusqu'au tout début, donc savoir un peu dans quel cadre familial tu as évolué, quelles études tu as faites, quel profil tu étais à l'école, est-ce que tu étais plutôt super bonne élève, est-ce que tu étais un peu moins bonne élève, est-ce que tu étais turbulente, est-ce que tu étais sage. Après, tes premiers pas dans la vie professionnelle, est-ce que tu as commencé en compta ou pas forcément, on le verra. Et jusqu'à en arriver à là où tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter peut-être juste rapidement 30 secondes avant qu'on revienne au tout début. Oui, alors je suis Manon. J'ai toujours habité à Rouen et du coup je suis partie m'installer en campagne parce que j'ai trouvé un super cabinet paumé en plein milieu de la campagne. Et du coup j'ai décidé de partir habiter là-bas. Et après 6 ans à vouloir m'associer avec Aurélien et François, j'ai pris la décision de ne pas m'associer avec eux et de créer ma structure. Donc du coup, mon projet débutera en septembre. Et du coup, j'espère, je me lance dans ma campagne, mais j'espère pouvoir remettre quelques orteils à Rouen, puisque comme tu l'as si bien souligné, c'est une très belle ville. Donc tu es en cours de création du coup de ton cabinet là aujourd'hui, à l'heure où on parle. C'est ça. Donc en cours de création au sens de création communication, donc le logo, la charte graphique, le site internet, donc voilà, parce qu'il y a des parties simples pour nous les experts comptables, les statuts, les formulaires à remplir, ça c'est fait, mais après il y a toute la partie stratégie communication, stratégie marketing qu'il faut vraiment créer, et j'ai envie de faire quelque chose d'innovant, donc je me creuse la tête. Ok, top, tu nous raconteras ça alors tout à l'heure. Donc du coup, si on revient au tout début, alors est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es née ? Est-ce que tu es de Normandie ? Alors moi je suis née effectivement en Normandie à Mont-Saint-Aignan, donc c'est à 10 minutes de Rouen, donc dans une usine ABB qui s'appelle le Belvédère, et du coup je suis très fière de ma ville, et si j'avais pas rencontré François, je serais pas partie de Rouen. Donc t'es un pur produit normand. C'est ça. Normand et rouennais, parce que j'ai habité 24 ans à Rouen du coup. Et donc du coup, dans quel type de famille tu as grandi toi alors ? Moi j'ai grandi avec un papa et une maman qui se sont séparés quand j'avais 9 ans. J'avais pas de frères et sœurs, et mes parents n'ont eux-mêmes pas de frères et sœurs. Donc en fait j'ai pas d'oncle, j'ai pas de tante, j'ai pas de cousin, j'ai pas de cousine. Je suis vraiment toute seule, isolée. Donc voilà. Mais je pense que j'y reviendrai tout à l'heure. Ça fait un point commun avec moi, du coup j'ai pas de frères et sœurs non plus. Est-ce que toi, t'étais toute seule, est-ce que c'est quelque chose qui t'a manqué, peut-être, d'avoir des frères et sœurs ou... Ah oui, complètement. Ouais. Être toute seule dans ma tête quand j'étais petite, c'était très très dur. Après, j'ai eu la chance de tomber sur une super bande de copains qui sont encore mes copains aujourd'hui, et je les ai rencontrés au divorce de mes parents, donc depuis tout roule, parce que eux ils sont là et ils m'ont jamais lâché, quoi. Ok, top. Et du coup, t'étais quel type d'enfant alors ? Est-ce que t'étais toute seule ? Comment tu faisais pour t'occuper ? Alors j'étais quelqu'un de très turbulent, donc je sautais, je dansais, je chantais, fallait toujours que je sois en ébullition et que je sois occupée, quoi, parce que j'étais hyper active, quoi. Donc mais je le suis encore aujourd'hui. Littéralement au sens je veux dire un peu médical du terme non, hyper active au sens où j'étais pas un enfant sage au bout de la table. Ok, ça marche. Et du coup à l'école, qu'est-ce que ça donnait alors ? Est-ce que t'étais
J'étais très turbulente, donc j'ai toujours eu d'excellents résultats à l'école parce que toujours eu beaucoup de facilité et j'ai toujours trouvé les choses logiques. Donc du coup, ça se passait bien en termes de résultats scolaires. Mais à mon grand désespoir et à celui de mes parents aussi, j'avais des gros problèmes de respect. Donc je me suis fait virer 2 fois de collège. Donc voilà, donc c'était pas les années faciles. Je répondais aux profs, j'arrachais mon carnet de liaison des mains des profs. Enfin, j'étais vraiment une cancre à ce niveau-là. Fallait toujours que je mette l'animation dans la classe. Et du coup, certains profs n'appréciaient pas trop la plaisanterie. Donc, morale de l'histoire, je viens casser le mythe des experts comptables. Ils sont pas tous sages avec des lunettes. Attention si vous croisez Manon. Je me suis assagie quand même depuis. Heureusement. Et du coup, ça a été comme ça pendant toute ta scolarité ou il y a un moment où tu t'es un petit peu calmée quand même? Alors, du coup, j'ai été très turbulente jusqu'à mon entrée au lycée. Et au lycée, j'ai été passionnée par la compta. Et du coup, j'étais tellement passionnée par ce que je faisais que c'était un plaisir d'aller en cours. C'était pas du tout une contrainte. Et je pense que l'un avec l'autre, c'est pour ça que je me suis assagie et je me suis limitée à être une bonne élève sans foutre le bordel en cours. Ça veut dire que t'avais choisi la voie STMG, ça? Ouais, c'est ça. STG-CFE, ça s'appelait à l'époque. Ok. Et entre guillemets, quand on a des bons résultats, souvent on nous pousse plus à aller dans les voies générales. Qu'est-ce qui a fait que toi, t'as voulu ou peut-être on t'a imposé d'aller en compta? Alors, parce que je voulais être chef d'entreprise. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la finance, la gestion, les tableaux de bord. Enfin, c'était vraiment le calcul des coûts. Enfin, tout ça, ça m'intéressait. Et du coup, le projet, c'était de monter ma boîte avec mon père dans la construction de maisons en ossature bois. Et du coup, le but, c'est que mon père avait déjà toutes les compétences techniques et c'est une activité qu'il avait déjà exercée, donc il avait tous les plans en tête. Et du coup, moi, je devais gérer la partie administrative, finance. Donc voilà. Donc pourquoi cette voie Mais alors que oui, j'étais très bonne élève, donc on m'a poussée à aller faire des sections S. Mais du coup, c'était pas ce qui m'intéressait, quoi. Et je pense que j'ai vraiment fait le bon choix parce que je me suis retrouvée passionnée de toutes les matières que j'ai pu avoir au lycée. Et si j'avais fait des sciences ou si j'avais fait des maths à outrance, je pense que je me serais pas du tout autant éclatée dans ma vie. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu voulais être chef d'entreprise? Est-ce que c'était vraiment ce projet avec ton père? Ou même s'il n'y avait pas eu le projet, est-ce que tu te serais vue, toi, chef d'entreprise? C'était vraiment le projet avec mon père. En fait, quand j'étais toute petite, j'ai posé des questions bêtes, comme je pense que les enfants en posent beaucoup. Mais j'ai demandé à mon père, et papa, alors, qui est-ce qui gagne le plus d'argent en France? C'est le président de la République? Et mon père a rigolé et m'a dit non, c'est les chefs d'entreprise qui gagnent le plus d'argent en France. Et du coup, je lui ai dit, mais je comprends pas pourquoi les salariés, ils sont pas contents d'aller travailler. Et là, mon père m'a répondu, c'est parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui gardent tout pour eux et qui donnent rien à leurs salariés. Et du coup, aujourd'hui, c'est ce qui fait mon identité. J'ai énormément travaillé sur la répartition de la valeur ajoutée. Et du coup, comment on pouvait faire en sorte que les salariés viennent travailler heureux dans leur entreprise. Donc voilà, donc ça m'a marqué et je pense que je l'aurais pas fait sans mon père, mais aujourd'hui, mon père n'est plus là, mais je le fais quand même. C'est peut-être là où tu t'es dit justement, ok, en fait, moi je vais essayer entre guillemets de gagner beaucoup d'argent et de rendre un peu les gens heureux avec ça, dans le sens à mieux répartir la valeur. Alors du coup, moi, mon concept de vie, c'est pas du tout de gagner beaucoup d'argent. Je veux juste avoir des collaborateurs qui viennent travailler et qui sont heureux de venir travailler. Et j'avais une petite phrase quand j'étais plus jeune. Je disais, il est hors de question que je vienne travailler en R8 si mon salarié vient travailler en R5. Aujourd'hui, je suis toujours dans le même état d'esprit. La création de valeur ajoutée, elle se fait, mais à chaque étape du process de production. Et je vois pas pourquoi ce serait la figure de proue qu'on aurait plus que les autres, quoi. Ça laisse un peu le suspense pour d'autres sujets qu'on abordera après. Donc là, à ce moment-là, t'es en bac STT, c'est ça que tu me disais? STG-CFE, ouais. STG-CFE, pardon. Et donc tu le valides. Et après, qu'est-ce que tu fais? Parce que du coup, on pourrait se dire, si tu veux être plus dans chef d'entreprise, est-ce que tu vas peut-être en école de commerce? Est-ce que tu vas en DCG? Quel est ton choix? Comment tu fais? Alors moi, je voulais travailler. C'était le truc que je voulais faire. Donc du coup, je voulais faire un BTS en alternance parce que je voulais travailler tout de suite. BTS compta, du coup. Voilà, c'est ça. Et du coup, mes profs m'ont dissuadée. Donc c'était ma prof de gestion, ma prof de droit, ma prof d'éco, qui m'ont dit ce serait gâcher tes compétences de partir en BTS.
Et du coup, elles m'ont orientée vers un DCG. Donc, je leur ai dit, OK, mais moi, je veux un DCG en alternance parce que je veux travailler. Donc, il y avait 2 classes de DCG alternance première année qui existaient en France, une à Lille, une à Paris, à l'École nationale de commerce de Paris. J'ai traîné ma mère à l'École nationale de commerce de Paris pour faire la porte ouverte et déposer mon dossier. Il y avait, je crois, 200 candidatures et sur 200 candidatures, ils en prenaient 20. J'ai été prise, mais impossible de trouver un cabinet. Parce que c'était pas connu en fait sur Rouen quand j'ai postulé et que je leur expliquais qu'il y avait un DCG alternance première année, les gens ils voulaient pas, ils disaient que ça existait pas parce qu'ils connaissaient que le DCG du Greta qui commence en 2e année. Et du coup, je suis partie faire des entretiens sur Paris, alors que j'ai toujours été une campagnarde de nature. Et bah, du coup, sur Paris, ce qui leur faisait peur, c'est que quand ils me disaient « mais vous allez prendre un appartement à Paris », bah, je leur disais « non, je vais rester dans ma campagne, je vais faire la route tous les jours ». Et puis bah, du coup, ça les a effrayés. Donc je pense que j'avais la mauvaise stratégie à l'époque. De toute façon, je suis toujours pas prête à partir habiter à Paris. Et du coup, comment t'as fait? Est-ce que t'as trouvé quand même un job pour satisfaire ton envie de travailler? Voilà. Alors, on y vient. Donc, comme j'ai pas trouvé le DCG alternance première année, j'ai postulé, moi, comme job d'été chez McDo. J'ai été prise chez McDo. Et comme j'ai été prise chez McDo, ma mère m'a dit, bah, c'est pas grave, tu feras ton DCG en initial. Et puis, à côté, tu travailleras chez McDo. Comme ça, tu seras contente, tu travailleras et tu continues tes études en DCG. Donc, parfois, le bon bail. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, t'as travaillé chez McDo pendant tout ton DCG? Alors, j'ai travaillé chez McDo pendant 2 mois. Après, j'ai été travailler chez Quick. Et après, j'ai trouvé Pizza Sprint. Et Pizza Sprint, c'est ma plus belle histoire puisque je suis rentrée, j'étais livreuse de pizza. Et j'ai fait plein de postes, de livreuse de pizza à standardiste, au four, à la prod, etc. Et une fois que tu as fait tous les postes et que bah, du coup tu maîtrises tout le process de production, bah, tu accèdes à des fonctions qui sont un peu plus intéressantes. Et je suis montée jusqu'à directrice adjointe du magasin de Rouen. Et bah, du coup, j'ai pu participer au lancement du magasin. Donc c'était toute la gestion des commandes, tout le côté communication, la formation des équipes et c'était une super expérience. Un vrai chef d'entreprise du coup. C'est ça. Et comment tu fais du coup pour gérer en même temps les cours et en même temps un taf qui est quand même assez prenant, surtout quand on accède à des postes un peu à responsabilité? Aujourd'hui, s'arrête de dormir. Ceux qui sont en DCG, moi pour le coup, pour avoir été en DCG et tout, c'est quand même un rythme qui est assez soutenu, que ce soit au niveau de volume horaire de cours ou de révision. Comment tu faisais toi pour conjuguer les deux? Bah, je pense que je peux juste répondre par une journée type, puisque bah, du coup, je faisais 35 heures de DCG et 35 heures de job Pizza Sprint à côté. Donc, une journée type, c'était se lever à 6 heures, partir de la maison à 7 heures, être en cours à 8 heures, fin des cours à 17, début du boulot à 18, jusqu'à minuit. À minuit, je rentrais chez moi et je haïssais les profs qui donnaient des devoirs à faire la veille pour le lendemain parce que bah, du coup, ça impliquait qu'il fallait que je les fasse en rentrant chez moi à minuit, 1h du matin. Donc, je faisais mes exos et j'allais me coucher et le plus rapidement possible parce qu'à 6 heures, il fallait que je me lève pour attaquer la journée du lendemain. Et puis, bah, après mes week-ends, je faisais les services du midi et du soir le samedi et le dimanche, quoi. Donc les semaines étaient bien remplies. Et t'as jamais eu envie d'arrêter parce que tu devais te crever quand même? Non, parce que je pense que comme tout le monde, j'étais une jeune femme qui était amoureuse de l'argent. Et c'était génial, c'était fantastique parce que je faisais des bons salaires. Mais j'étais tellement occupée que j'avais pas du tout le temps de les dépenser. Donc j'accumulais de l'argent, mais avec une facilité incroyable. C'était génial cette période. Les profs, ils savaient que t'avais cette double vie? Alors les profs savaient et les profs m'ont toujours dissuadée de continuer cette double vie. Et au niveau des résultats, c'était juste. C'était très juste. J'avais entre 10 et 12 de moyenne, mais c'était pas fantastique, quoi. C'était pas mes années lycée où j'allais chercher des moyennes déconnantes, quoi. Après, du moment que tu valides, est-ce que tu valides en 3 ans, du coup, quand même? Je valide en 3 ans, donc, ouais. T'as fait ta partie du job, quand même. Là, du coup, t'étais en DCG. T'avais toujours ce projet avec mon père. Ouais. Donc, est-ce que tu te dis, à ce moment-là, je vais continuer en DCG, je vais être expert comptable? Quelle était ton ambition à ce moment-là, parce que tu aurais peut-être pu arrêter en DCG du coup et te consacrer au projet?
Alors, en première année, je voulais encore être chef d'entreprise. D'ailleurs, je savais pas du tout ce que c'était qu'un expert comptable ou un commissaire aux comptes, hein. On a fait un tour de table pour se présenter. Tout le monde voulait être expert comptable ou commissaire aux comptes. Moi, je les ai regardés, les gens, j'ai dit, bon, moi, je sais pas ce qu'ils me racontent, mais... Et du coup, j'ai pas su ce que c'était qu'un expert comptable jusqu'à ma deuxième année de DCG. Et on a fait un stage en deuxième année. Et donc, mon stage, d'ailleurs, c'est mon patron de chez Pizza Sprint qui me l'a trouvé. Et c'était chez son expert comptable, bien évidemment. Et du coup, c'est pendant mon stage que je me suis dit, mais c'est génial ce métier en fait. Plutôt que de gérer une entreprise et de piloter une entreprise, mais on en pilote 20, 50, c'est trop bien. Et du coup, il y avait des chiffres, il y avait de la data à analyser en permanence. Donc certes, fallait passer par des tâches ingrates où il faut apprendre à faire de la saisie, des déclarations de TVA et des liasses fiscales. Mais il y a tout le côté gestion à côté, d'analyse de coûts et c'est vraiment cool. Et du coup, à ce moment-là, tu te dis... je veux être expert comptable. Ok. Et donc là, tu valides ton DCG. Qu'est-ce que tu fais après alors? Donc, je m'inscris en DSCG, en alternance forcément dans un cabinet d'expertise comptable. Et puis, du coup, je fais mes 2 années de DSCG dans un tout petit cabinet à taille humaine dans lequel j'ai beaucoup appris. Et du coup, avec un homme qui m'a beaucoup appris. Donc, c'est Pascal Bazin. Donc, je le remercie pour ce qu'il m'a apporté, puisqu'il m'a apporté une vision particulière de l'entreprise. Et donc, à ce moment-là, tu travailles plus chez Pizza Sprint? Non, j'ai dû arrêter parce qu'il y a un nombre d'heures maximum à ne pas dépasser. Donc, je pouvais pas faire et mon DSCG et mes 35 heures de Pizza Sprint, ça ne passait pas. Ce qui fait qu'en plus, au final, tu as perdu de la rémunération. Tout à fait. J'ai perdu à peu près 500 € par mois. Et donc, tu disais que cet homme-là, il t'avait beaucoup apporté. Est-ce que tu peux expliquer... Peut-être, tu parlais d'une vision de l'entreprise. Est-ce que tu peux expliquer un peu? Small is beautiful. Il n'était pas en chasse de clients et son but, c'était pas de faire le plus gros chiffre d'affaires du monde. Son but, c'était d'avoir du temps pour lui et que les collaborateurs aient du temps pour eux et qu'on soit pas dans le rush et qu'on n'ait pas de stress. Et de toute façon, le jour où je suis partie, il m'a dit, oui, chez François, tu gagneras plus, mais tu travailleras plus. Et à l'époque, j'avais 22 ans et ce qui m'intéressait, c'était aussi la vision des choses de François, parce que François a une vision beaucoup plus proche que Pascal sur la répartition de la valeur ajoutée. Et du coup, j'ai trouvé mon compte et je suis partie là-bas. Mais sinon, je me sentais très bien au cabinet Bazin, c'était top. Et pourquoi t'es partie du coup? Parce que en fait, la politique du cabinet Follet-Boutin, c'est travailler plus pour gagner plus. Et à l'époque, j'avais la hargne de gagner plus, quoi. Donc je suis partie là-bas. Donc ça, c'était le premier fondement. Et du coup, dans le travailler plus pour gagner plus, ça correspondait parfaitement à mon état d'esprit. C'est-à-dire que je voulais une plus égale répartition de la valeur ajoutée. Et du coup, les collaborateurs au cabinet Follet-Boutin, ils avaient de très bonnes rémunérations parce que plus ils travaillaient, plus ils en avaient dans la poche. Et c'était véridique. Il y a un système, en fait, c'est rémunération à la production. Et rémunération à la production, y compris les temps de passer pour la gestion interne. Et du coup, je me suis dit, mais c'est fantastique cette façon de voir les choses, quoi. Et du coup, ça correspondait parfaitement à mon identité et à mes valeurs. Est-ce que tu peux expliquer justement, il y a une part variable, je crois, au niveau du salaire, c'est assez rare encore, je pense, dans les cabinets. Est-ce que tu peux expliquer comment ça marche et bon, toi, je crois savoir que c'est quelque chose auquel tu crois et pourquoi tu penses que ça serait intéressant aujourd'hui de mettre ça en place peut-être dans d'autres cabinets? Alors le mode de calcul, c'est que on prend le chiffre d'affaires généré par le collaborateur moins les temps passés par la saisie plus les temps passés pour la gestion interne. Tout ça, ça donne la production. La production, le collaborateur a le droit à 26,7% de sa production en rémunération annuelle. Et donc, du coup, 26,7% de sa production, moins les salaires mensuels qu'il a déjà perçus au cours de l'année, ça donne sa prime avec des montants de primes qui sont assez confortables. Et en quoi c'est important, tu penses, pour un cabinet aujourd'hui? Bon, on sait qu'il y a des tensions au niveau du recrutement, donc niveau salaire, ça joue aussi, mais est-ce que ça peut apporter d'autres choses que le recrutement? Je sais pas, du coup, de rendre les équipes
plus productives ou ce genre de choses? Effectivement, les équipes sont plus productives puisqu'en fait, elles sont pas rémunérées au temps passé, elles sont rémunérées au chiffre d'affaires gagné. Donc, le but, c'est de réaliser sa mission le plus rapidement possible. Et en réalisant sa mission le plus rapidement possible, tu arrives à des taux de facturation. Enfin, moi, sur certains dossiers, j'arrivais à me facturer 150 € de l'heure sans problème, quoi. Donc, du coup, c'est ça le jeu, quoi. C'est de réussir à gagner le maximum possible en 1 heure. Et peut-être que ça peut aussi pousser les collaborateurs des fois à essayer de mieux se vendre. Enfin, c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément, mais de se dire derrière, je vais avoir entre guillemets une plus grosse prime. Bah du coup, je vais essayer de mieux valoriser mon temps auprès du client. C'est ça. Et Il n'y a pas d'oubli de facturation. Ouais. Les collaborateurs n'oublient pas de facturer des missions, ça n'existe pas, ça. Donc au final, c'est tout bénef aussi pour le cabinet, quoi. Tout à fait. Et puis, en termes de gestion interne, c'est pareil, c'est assez sympa puisque comme on les rémunère sur la gestion interne, s'il y a des projets à piloter, du coup, ils savent qu'ils vont pas perdre en fait en production, ils vont être rémunérés, sur le projet. Donc voilà. Donc Oui, ça même apporte si- un certain dynamisme aussi. Même si c'est du temps qui n'est pas vraiment lié à facturer du chiffre d'affaires, ça peut quand même apporter quelque chose à la boîte et donc ça peut donner lieu à une rémunération derrière. C'est ça, exactement. Et au niveau de ton sujet de mémoire DSCG, alors sur quoi tu avais fait? Le DSCG, je suis toujours sur la performance. Le DSCG, le sujet, c'était les technologies de l'information et de la communication sont-elles génératrices de performance? Exemple dans un cabinet d'expertise comptable de petite taille. Et alors, qu'est-ce que tu entendais par technologie De l'information et de la communication. À l'époque, c'était tous les nouveaux outils de dématérialisation, donc les box, les démat box. Après, il y avait tout ce qui était fichier d'import. Et du coup, les systèmes de caisse, d'outils de gestion qu'on mettait à disposition des clients. Mais ça, si je me trompe pas, c'était ton deuxième sujet, mais à la base, tu voulais faire un autre sujet. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé, l'histoire, pourquoi tu as changé de sujet? Alors, le premier sujet, c'était donc toujours cette notion de performance. L'ouverture du capital aux salariés est-elle génératrice de performance? Et donc, le but, c'était de l'aborder au point de vue micro et macroéconomique, donc de montrer l'intérêt et pour les personnes en tant que telles, et l'intérêt aussi pour les gouvernements et pour le système dans lequel on vit, quoi. Et donc, j'ai bien potassé la doc, j'ai construit tout mon plan avec toutes les idées que j'avais envie de mettre dedans. Et le jour où je suis arrivée rendez-vous avec ma prof pour valider mon plan, elle m'a dit là ça va pas le faire, quoi. T'as 50 pages, mais là ce que tu nous as sorti comme plan, c'est un plan de 300 pages, c'est un plan de thèse. Donc ma foi, j'étais un peu déçue. Elle a sélectionné une petite partie et du coup elle m'a dit tiens, si t'écris juste sur cette petite partie-là, normalement t'arrives à tenir sur 50 pages. Mais c'est pas ce que je voulais faire, donc j'ai complètement changé. Au dernier moment, j'ai changé en février pour déposer en mai. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ce sujet-là à la base, du coup? Parce que dans l'histoire avec mon papa sur le fait de mieux répartir la valeur ajoutée, je me suis sacrément creusé la tête pour savoir comment est-ce qu'on pouvait répartir la valeur ajoutée aux salariés, en impliquant les salariés. Et du coup, j'ai trouvé l'ouverture du capital aux salariés. Et du coup, je voulais vraiment démontrer que l'ouverture du capital aux salariés, ça génère des gains de performance parce que les salariés, ils sont propriétaires d'une petite partie de l'entreprise. Donc et qui s'investissent plus de fait. Et donc, du coup, il faut faire attention à ce système-là parce qu'il peut y avoir des dérives. Si le salarié se dit, de toute façon, c'est ma boîte, c'est moi le patron et c'est moi qui fait ce qu'il veut, du coup, on peut imaginer qu'il y ait des retards, qu'il y ait des absences, etc. Et ça pourrait être au sens inverse de la pratique. Donc là-dessus, il y a des auteurs qui ont écrit et qui ont trouvé, donc il y aurait une clé magique des 5%. Si on donne 5% de capital à quelqu'un et pas plus, il n'y a pas de blocage et du coup, ça permet de générer des gains de performance. Super. Mais en tout cas, c'est très intéressant, surtout que dans les cabinets, en général, on voit très peu ce genre de choses, j'ai l'impression. Alors, il y a un cabinet que tu connais, puisque je te l'ai montré, donc qui s'appelle Colibri, qui fait ça. Et donc du coup... Eux, c'est encore plus spécial parce que c'est au bout d'1 an, tout salarié peut être associé. Ouais. Après, il y a des pour des contre, c'est pas de dire il faut absolument faire ça, mais c'est juste donner des pistes de se dire il y en a qui le font, donc c'est pas forcément impossible. Après, pas forcément faire au bout d'1 an, quel pourcentage on donne, ça peut être au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, ou juste de savoir que ça existe
ça peut donner des pistes parce que des fois, c'est vrai qu'en ce moment, le problème, c'est plutôt la fidélisation des collaborateurs. Il y a Audace qui fait ça, le cabinet d'Anaïs. Audace avec un O ou... Ok. Donc, ça pourrait être tes prochaines interviews, ma foi. qui associe des salariés, Pareil, au bout de très peu de temps ou... Alors ça, j'en sais pas plus, mais tu demanderas à Anaïs, elle t'en parlera beaucoup mieux. Faudra que je l'interviewe alors. Mais comme quoi, il y a des choses qui sont faites des fois par des cabinets et on ne sait pas que ça existe, donc on se dit, bah non, c'est impossible que ça se passe. Mais en fait, ça existe, donc il faut prendre des idées un peu ici et là. Et du coup, là, t'étais en DSCG. C'était quoi tes missions alors en alternance du coup? Oula, c'était... donc, il y avait quand même toujours une question de productivité. J'avais le droit de faire des bilans si j'avais fini la saisie des dossiers. Donc, mon objectif premier... finissais la saisie des dossiers dès le matin. Voilà, c'est ça. C'était mon objectif, c'est qu'il n'y ait plus un seul dossier à saisir sur la table des dossiers à saisir, de façon à pouvoir attaquer et pouvoir faire des bilans. Donc du coup, j'ai Françoise qui m'a formée pendant 2 ans. Et voilà. Et je faisais du CAC aussi, parce que Monsieur Bazin, il faisait du CAC. Et du coup, il me ramenait tout le temps des fichiers Excel à traiter. Puis comme je suis une grande amoureuse d'Excel, je m'amusais. Et du coup, ça t'a conforté dans ton envie de devenir expert comptable? Oui et non. Plutôt cabinet Follet-Boutin. Donc là, tu valides ton DSCG, tu le valides du premier coup aussi? Non, j'ai repassé une épreuve 6 mois plus tard. Je suis arrivée chez Follet-Boutin et grande surprise, j'ai foiré le contrôle de gestion management. Donc du coup, je l'ai repassé à l'Antec. Et pourtant, la gestion de la performance... Voilà, c'est ça. Alors, je suis tombée sur une année où il y avait toutes les théories de management à connaître par cœur et ça ne m'a pas aidée. Ok, et donc là, tu le vis comme un échec ou tu te dis c'est pas grave Je le vis en me disant c'est pas grave, puisque mon papa m'a toujours dit, quand je suis rentrée dans la filière et que je lui ai dit que expert comptable c'était bac+8, il m'a dit mais enfin de toute façon, cherche pas à avoir un bac+8, ça sert à rien, les gens après ils sont surdiplômés, ils trouvent pas de travail. Donc bon, ce qui est pas le cas dans notre profession, mais enfin nous on savait pas dans la famille ce que c'était qu'un expert comptable, donc du coup il y avait ce genre de réflexion. Et du coup non, je l'ai pas vu comme un échec, puisque de toute façon j'avais la hargne et je savais très bien que j'allais l'avoir. Ok, donc tu passes, quand tu fais une année, on va dire en plus, tu testes pas de t'inscrire au stage, si tu peux t'inscrire à 5 DUE, mais non. Du coup, une fois que tu valides ton DSCG, tu t'inscris au stage directement? Ouais, c'était une évidence pour toi. Oui, tout à fait. C'est comme ça que je me suis retrouvée à être inscrite sur la session de janvier, donc là où il y a personne. Mais du coup, parce que j'ai eu en fin de compte, j'ai été diplômée du DSCG en juin. Comment ça, en juin? Parce que je suis passée par l'Intec. Et du coup, ça, c'est une astuce à donner, parce que... explique alors comment ça marche. Donc, en fait... La fraude. Non, c'est pas de la fraude, c'est une astuce. En fait, l'idée, c'est que l'Intec... Il y a 2 sessions pour les diplômes, une session en juin et une session en octobre. Et du coup, ça me permettait d'avoir mon diplôme avant la session d'octobre et de pouvoir m'inscrire sur la session de janvier au DEC. Et si j'avais attendu les épreuves d'État, et du coup, je me suis retrouvée inscrite, mais qu'en juillet, je cherche les dates, mais en juillet 2019, je crois. Non, c'est pas ça, 2018. Je savais pas qu'il y avait 2 sessions pour le DSGC, du coup. C'est ça. Okay. Exactement. Donc, c'est la bonne astuce, faut la connaître. Hein. Faut pas laisser passer, quoi. Ceux qui nous écoutent, si vous galérez à valider votre DSCG, n'hésitez pas, du coup. Donc là, t'es stagiaire DEC. Est-ce que à ce moment-là, du coup, je suppose que tes missions, elles ont quand même un peu évolué. Peut-être que t'avais le droit de faire des bilans même sans faire la saisie. Je faisais plus de saisie du tout, du coup. Et j'ai pris plein de missions. Je suis arrivée et la première mission qu'on m'a confiée, c'est responsable qualité. Donc du coup, on m'a donné toute la paperasse et on m'a dit tiens, la revue direction qualité, c'est la semaine prochaine. Bon, d'accord. Donc il a fallu que je mette tout ça dans la tête et puis après on avait l'intervention de Bureau Veritas qui venait faire notre certification. Moi, j'y connaissais rien du tout, donc j'ai bien potassé. Et puis après j'ai fait plein de choses de vrai chef d'entreprise.
assuré la communication du cabinet, j'ai assuré la facturation du cabinet. Et puis, au-delà de ça, j'avais mes missions d'expert comptable stagiaire. Donc, je faisais tous les prévisionnels d'Aurélien, je faisais toutes les créations. Donc, j'ai fait beaucoup de juridique et de prévis. Et puis, après, j'ai eu ma première période fiscale sous l'égide de travailler plus pour gagner plus. Et je me suis rendu compte que les journées étaient plutôt très longues. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste d'être responsable qualité? Parce que même moi, tu vois, je sais pas en quoi ça consiste vraiment. Alors, moi, j'étais responsable qualité au sens de l'ISO 9001. Donc, l'idée, c'est qu'il faut organiser tout le process de production de façon à ce qu'on puisse avoir les bénéfices de l'amélioration continue. Donc, il y a plusieurs choses dans l'ISO 9001 qui ressortent. Dans les choses les plus bénéfiques pour le cabinet, il y a les audits internes. Donc, en fait, à un moment donné, on écrit des process et du coup, des procédures à suivre. Et pendant les audits internes, on vient vérifier que il y a tous les process en place qui fonctionnent correctement, enfin qui sont respectés, que les process en place répondent toujours à l'objectif et que du coup, il n'y a pas besoin de les faire évoluer. Donc, dans la réalité, on fait évoluer les process, c'est tout l'intérêt de l'audit interne. Et du coup, de venir voir les dysfonctionnements constatés au cours de la réalisation de la mission, voir si c'est un dysfonctionnement qui est récurrent et important. Et si c'est récurrent et important, de venir mettre en face des process pour que ça se réitère pas, quoi. Ok, super intéressant. Donc, du coup, tu disais qu'il y avait Bureau Veritas qui allait venir, etc. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et ce qu'ils venaient faire du coup au cabinet? Donc du coup, ça c'est l'audit externe. Donc l'idée c'est que c'est une personne qui est spécialisée dans la qualité, qui vient faire un audit externe, donc contrôler qu'on respecte la norme. Et donc, du coup, dans le respect de la norme, tu as plein de choses à faire. C'est les audits internes, les revues de direction, et du coup, s'assurer que tous les process sont respectés, sont à jour, et qu'on continue à faire vivre l'ISO 9001 au sein du cabinet. Donc, ça dure pas très longtemps. Le gars, il vient une journée, mais voilà. Et c'est un espèce de tiers certificateur qui n'est pas spécialisé forcément dans les cabinets. C'est ça, exactement. Donc c'est d'autant plus intéressant puisqu'en fait le gars en question, il a fait plein d'activités différentes avec des structures de petite taille et des structures de grande taille. Et en fait, au cours des échanges, il nous donne des exemples de ce qu'il a pu rencontrer dans d'autres entreprises. Et il y a des choses qui sont adaptables en fait à la vie du cabinet. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on arrête d'avoir la tête dans le guidon et on se pose et on se dit, on fait quoi demain et on fait comment pour produire mieux demain. Et j'ai toujours été très très intéressée par la performance. Et du coup, pour moi, le principal gain, c'est la performance. Et en plus, tu vois, le fait de se dire, ouais, on se pose et on réfléchit à comment on fait les choses, je trouve que dans encore peut-être beaucoup de cabinets ou trop de cabinets, on prend pas forcément ce temps-là parce qu'on n'a pas le temps. On le prend pas. J'aime pas dire on n'a pas le temps. Mais, et du coup, toi, j'avais jamais entendu parler de cette norme, donc je pense qu'il y a très peu de cabinets en France qui l'ont. Je sais pas si t'as des stats ou des... Il y a 169 cabinets qui l'ont, ouais. Ok, donc c'est pas énorme, je pense qu'il doit y avoir sur à peu près 20 000 cabinets, on va dire. Et pour toi, quels seraient les bénéfices alors pour les cabinets de mettre en application cette norme? Tu disais la performance, mais peut-être plus concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter? La structuration des process, donc la qualité, une harmonisation dans les méthodes et du coup une homogénéité dans le service rendu. Et après, c'est l'implication des collaborateurs. Les collaborateurs, on leur donne un outil pour qu'ils puissent s'exprimer sur l'avenir du cabinet. Et puis après, il y a des bénéfices tout bêtes, mais quand on voit la stat dans la doc du SUP, là où il y a un cabinet sur 3 qui a défini sa stratégie à court, moyen et long terme, on se dit que c'est un peu dommage quand même pour des gens qui sont censés conseiller la stratégie à leurs clients. Donc voilà, et c'est une réelle démarche, mais très enrichissante finalement, de venir écrire sa stratégie. C'est pas si simple. Parce que tu disais que du coup, ça permettait d'impliquer peut-être les salariés parce qu'ils participent à l'élaboration des process. C'est ça. Ok, super. Et je crois que quand tu étais en stage, tu étais aussi à l'annexe. J'étais aussi à l'annexe, oui. Et comment t'as connu l'annexe? Comment t'es rentrée à l'annexe? J'ai connu l'annexe parce que Aurélien, donc la personne avec qui je devais m'associer, a relevé l'annexe. Il y avait plus d'annexe en Normandie et du coup c'est lui qui a relancé l'annexe.
Et donc, le but, c'était de ne pas voir l'asso mourir. Donc, du coup, j'ai repris le flambeau. Donc, j'ai passé toutes mes années de stage jusqu'à être diplômée à l'annexe. Et du coup, pour faire vivre le bureau et créer des événements et être fédérateur. T'es présidente, je crois. J'ai fait tout. Moi, j'ai fait présidente, vice-présidente, trésorière, T'as fait la membre totale. actif. J'ai tout fait. Ok, bon, t'étais quand même déjà assez engagée. Et comment ça s'est passé pour toi la période de stage du coup j'ai l'impression que t'as fait plein de trucs, donc t'as appris plein de choses. Mhm. Je pense que c'est une période que t'as vraiment aimée. C'est une période que j'ai aimée, mais après, voilà, je me suis rendu compte du travailler plus pour gagner plus. J'avais une rémunération enfin, relativement confortable, mais d'un autre côté, j'ai travaillé comme une tarée, quoi. Et dans ma vie privée, c'était pas facile, quoi. Donc maintenant, la blague avec les copains, c'est je peux pas GPF, mais enfin du coup. PF pour période fiscale. Voilà, c'est ça. Mais du coup, ils ont conscience que pendant 6 mois, ils me voient pas, quoi. Et c'était très difficile à gérer, avec les copains, mais avec mon compagnon aussi, quoi. Donc voilà. Et encore plus, pendant l'écriture du mémoire, il a pas spécialement apprécié que je m'enferme tout le temps dans mon bureau. Justement, comment ça s'est passé du coup quand t'as passé les épreuves? Est-ce que t'as tout passé d'un coup? Est-ce que t'as divisé en deux les écrits de mémoire? Alors c'est là l'ironie du sort. J'ai voulu faire la bonne élève, donc j'ai tout passé d'un coup pour jouer la compensation. Et je suis sortie des écrits et je me suis dit c'est pas possible, je validerai jamais les écrits. Et les résultats sont tombés, j'avais validé les 2 écrits, mais j'ai pas validé l'oral. Parce que tu as pas été du coup? Si, j'y suis allée, mais du coup t'étais plus sûre de toi j'ai sur la eu partie 9, orale? ou 8 ou 9. Donc voilà. Donc du coup réécriture du mémoire. Et puis du coup j'ai réécrit le mémoire et puis j'ai eu la session suivante. Et le mémoire, tu l'as fait sur quoi du coup? La certification ISO 9001 dans les Voilà. cabinets d'expertise comptable de taille moyenne. Logique. Du coup, la certification, enfin, c'était sur la qualité, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça. Et du coup, la deuxième fois, tu l'as repassée et tu l'as eu avec 12, je crois. 12. Oh, ça va, c'est une bonne note quand même. Oui. Et tu sais pourquoi tu l'avais pas eu la première fois, du coup? Il n'y avait pas assez d'exemples concrets. La synthèse de l'oral, c'est que elle m'a dit vous voyez tous les exemples que vous m'avez donnés là, je voulais les voir écrits dans le mémoire. Ah, tu les as dit à l'oral, mais ils étaient pas dans l'écrit. C'est ça. Mais après, je suis très contente de les avoir mis parce que aujourd'hui, je m'en souviens parce que c'est quelque chose que je vis au quotidien. Mais déjà, moi, je m'en souviens parce que je le vis au quotidien. Mais quelqu'un qui lit juste mon mémoire et qui a pas ces exemples-là, je pense qu'il est beaucoup moins investi dans la certification ISO 9001 après. Donc, je pense que ça aide vraiment à avoir les apports, des apports ponctuels que moi je trouvais, complètement dérisoires, mais qui étaient pas écrits parce que pour moi, ça tombait, ça coulait de source. Mais du coup, je pense que mon mémoire, il a vraiment évolué et il est vraiment mieux après cette réécriture. Et est-ce que Amélioration continue. C'est ça. Tu respectais la norme. C'est ça. Et est-ce que c'est quelque chose qui peut être mis en avant auprès du client aussi, ou est-ce qu'il s'en fiche, lui, de la certification? Alors, on peut le mettre en avant auprès du client, mais dans la réalité des faits, les clients, ils en ont pas grand-chose à faire. Puis normalement, on est expert comptable, donc on est censé de base faire de la qualité. Voilà. Ah oui, c'est ça que je voulais évoquer, parce que tu me disais, oui, que quand tu avais fait des entretiens, etc., souvent les experts comptables, ils te disaient, non, mais on fait déjà de la qualité. C'est ça. Sauf que la qualité, au sens de la norme professionnelle de maîtrise de la qualité, c'est pouvoir fournir une prestation de qualité. Je vais arrêter de dire qualité, histoire de comprendre. Mais donc, l'idée, c'est de fournir une prestation conforme. Donc, conforme à la réglementation en vigueur, conforme au process en vigueur. Et du coup, il n'y a pas cette notion de performance et d'amélioration continue, on s'en fiche en réalité. Mais dans l'ISO, on te pousse et on te force à faire ça. Et la norme professionnelle de maîtrise de la qualité, bon, c'est bien. Il y a des contrôleurs qualité qui viennent régulièrement dans les cabinets. Mais je crois que la stat, c'est 1 fois tous les 6 ans. Bon, c'est pas pareil d'avoir quelqu'un dans les bureaux 1 fois tous les 6 ans, qui plus est, qui n'est pas là pour donner spécialement des conseils, que d'avoir un auditeur Veritas qui a vu autre chose, d'autres entreprises, d'autres façons de fonctionner, et du coup qui vient tous les ans et qui apporte vraiment quelque chose par rapport à quelqu'un qui vient juste contrôler le respect d'une norme, quoi. Ouais, ça reste, c'est pas totalement le même. C'est pas la même approche, et c'est effectivement pas le même objectif. Et du coup, t'as été diplômée quand alors? En janvier 2022.
Donc, Ah, bah, t'as récemment. ah oui, oui. Ah, je pensais que ça faisait un petit peu plus Ah non, pas longtemps du que tout. ça. Je me lance dans le bain très très rapidement. Ok. Parce que du coup, que t'as été diplômée et enfin, quand tu disais que tu voulais passer le DEC, c'était pour être associée, c'était direct, tu t'es dit, je veux monter mon cap. Enfin, dans quelle optique tu le passais, toi? Pendant 6 ans, le projet, ça a vraiment été de m'associer avec Aurélien et François. Et du coup, il y avait les 2 stagiaires qui étaient en route aussi, donc Anaïs et Mathieu. Et puis le but, c'était de reprendre le flambeau et pouvoir faire vivre le cabinet à notre tour, quoi. Et finalement, c'est plus forcément le projet maintenant? Non. Divergence d'opinion et du coup, je voyais beaucoup le projet avec Anaïs parce que Anaïs, c'est un rayon de soleil. Si tu nous entends, Anaïs. Voilà. Mais du coup, le jour où Anaïs a annoncé son départ, j'ai su que je resterais pas au cabinet, quoi. Ça n'avait plus aucun sens de rester au cabinet. Et du coup, tu t'es pas dit, je vais aller dans un autre cabinet direct, tu t'es dit, je vais monter mon truc ou... Alors non, j'étais pas fermée à trouver un autre cabinet, mais après en réfléchissant, je me suis dit trouver un cabinet avec mes valeurs, ma façon de penser, retomber dans un carcan comme ça. Je me suis dit oh là là, ça va être encore une galère, quoi. Alors que là, je pensais vraiment avoir trouvé le bon cabinet et du coup, je me suis dit après tout, fais un truc à ta sauce et ce sera très bien. Et du coup, à ce moment-là, tu te dis que tu vas monter ton truc toute seule ou est-ce que tu te dis que tu vas le faire Bah oui, je suis toute seule. Non, mais parce que tu sais, des fois, ça fait peur d'entreprendre. On se dit, on peut pas forcément faire son cabinet tout seul. Mais on tu peux cherche pas un associé, conseiller tu vois. parce que moi, je suis une grande fada de création d'entreprise. J'adore ça, les porteurs de projets, c'est vraiment mon dada. Tu peux pas donner le boost à quelqu'un en disant mais oui, ça va le faire et on va faire comme ci, et on va faire comme ça et avoir 1 milliard d'idées pour les autres et ne pas avoir 1 milliard d'idées pour toi-même. Donc non, je suis surexcitée de vivre l'aventure, quoi. Vraiment. Alors, qu'est-ce que t'as comme idée alors? Tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le projet de ton cabinet? Donc l'idée c'est vraiment d'arrêter de vendre de la saisie parce que demain il y a quand même les enjeux de facturation électronique, etc. Et du coup moi sortir une liasse fiscale, une déclaration de TVA, c'est ça qui fait venir les clients, on va pas se mentir, mais c'est pas ça que j'ai envie de vendre. Donc le nom du cabinet. Oups, faut pas le dire. Oups, faut pas le dire. Je rigole. Mince. Mais donc du coup le nom tu le connais puisque pour le coup on l'a choisi ensemble. Donc le cabinet. Non, je n'ai aucun lien capitalistique, mais on s'était rencontrés à un événement un peu qui aidait, on va dire, les stagiaires ou les jeunes diplômés, enfin tous ceux qui étaient en réflexion pour monter un cabinet à réfléchir sur plein de sujets qu'on nous apprend pas forcément, un peu le marketing, l'image de marque, les services qu'on peut proposer, etc. Et il se trouve que ce jour-là, on était à la même table avec Manon et que du coup, on s'est dit, on peut réfléchir à son projet parce qu'elle était super motivée pour le lancer et on a eu tout plein d'idées. Donc je te laisse en dire continuer un peu plus. Et donc du coup le cabinet il va s'appeler 4K donc et le premier cas c'est le cas de coaching parce qu'en fait aujourd'hui je pense que les clients ils ont vraiment besoin d'avoir un lien, mais un lien fort avec leurs collaborateurs, avec leur expert comptable, et il est insupportable qu'un client passe 1 an sans avoir de nouvelles. Sauf qu'aujourd'hui, si on vend le tableau de bord sans apporter un réel coaching, ça sert à rien, puisque le chef d'entreprise, il a la tête dans le guidon, comme nous, on a la tête dans le guidon, donc ça va être un mail de plus avec une pièce jointe de plus. S'il l'ouvre, c'est très bien, mais du coup, le mieux, c'est quand même de lui envoyer quelque chose, d'avoir un support de conversation et de dire aux collaborateurs, bon, t'appelles tes clients, il y en a pas pour longtemps, tu passes juste 10-15 minutes au téléphone avec eux tous les mois, mais au moins tu les as au téléphone et tu vas vraiment pouvoir leur expliquer des chiffres plutôt qu'ils essayent de lire quelque chose qu'ils vont de toute façon pas comprendre. Oui, c'est ça, parce que chef d'entreprise, ils parlent pas forcément le même langage que nous. Et est-ce que l'idée, ce serait de faire du coup, donc pour tous les clients, il y aurait forcément un tableau de bord et ce serait... Alors, pas pour tous. Pour le BNC, je l'imagine d'une autre façon. Donc, pour moi, la recette, ce serait de dire on met à jour la compta au 30 septembre. Et du coup, en mettant à jour la compta au 30 septembre, on sait à peu près où on va pour la fin de l'année et de venir faire un rendez-vous avec un gestionnaire de patrimoine, puisque les gestionnaires de patrimoine, bien souvent, se font même pas rémunérer au rendez-vous, mais de pouvoir mettre les clients en relation avec des gens pour les conseiller et prendre des bonnes options avec des bons produits. Donc, faut pas faire ça avec n'importe qui, bien évidemment, mais de pouvoir prendre des options avant le 31 décembre et pouvoir vraiment optimiser revenu, la fiscalité à titre personnel. Et du coup, l'idée pour ceux qui auraient des tableaux de bord, ça serait de faire
un tableau de bord mensuel, trimestriel Mensuel. ou mensuel? Ok. Mensuel, mais du coup, c'est vrai que j'échange avec pas mal de gens de la profession et enfin, il y a une certaine tendance quand même à les faire de façon trimestrielle. Après, moi, je considère qu'il n'y a pas, pour tous les commerçants, par exemple, le tableau de bord mensuel, pour moi, il est hyper important puisque ça permet vraiment de redresser la situation. Et si je prends l'exemple d'un bar ou d'un commerce, de venir dire, bah, le chiffre d'affaires du mois dernier, il n'était pas bon, donc je fais des opérations commerciales sur le mois suivant. Alors que si on attend 3 mois, enfin, déjà, il y a que 4 périodes de 3 mois dans l'année, donc c'est râpé. Alors que j'ai envie de dire, quelqu'un qui est dans le BTP, c'est un peu moins gênant de faire un tableau de bord trimestriel, parce que de toute façon, d'un mois sur l'autre, il va pas lancer une super opération commerciale, il est déjà planifié pour le restant de ses jours. Donc, Ouais, ça dépend aussi de l'activité, parce que dans le BTP, on est peut-être plus un peu sur des missions un peu plus longues aussi c'est ça. que le commerçant. Donc ça, c'était pour le cas de coaching. C'est ça. Et du coup, après, on part sur le cas de compta, le cas de conseil, puisque bah, je suis quand même expert comptable, donc soyons sérieux. Et puis le cas de qualité, puisque bah, mon objectif, c'est de pouvoir déployer la norme ISO 9001 donc dans d'autres cabinets. Après, je parle de déployer la norme ISO 9001, mais en fait, c'est pas vraiment aller chercher la certification qui est intéressant. C'est vraiment définir ses process, définir une façon de produire qui correspond aux attentes des clients et à la stratégie qu'on s'est fixée, et de pouvoir accompagner les cabinets là-dedans. Et je suis convaincue qu'en étant consultante extérieure au cabinet, c'est ce qui fera avancer les choses, puisque bah, moi, je vais prendre le temps de pouvoir contacter les équipes et de pouvoir faire avancer le process, alors que quand on est dans l'entreprise, bien souvent, on a la tête dans le guidon, la tête sous l'eau, et on a autre chose à faire que de s'intéresser au process de qualité. C'est vrai que c'est bête à dire, mais des fois, on va plus écouter quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui te donne un avis, plutôt que si c'est la même personne, mais en interne qui te le dit, tu vas dire, oh, maintenant, il exagère, etc. Mais quand c'est quelqu'un d'extérieur, tout de suite, ça donne une autorité supplémentaire dans les conseils que tu donnes. Et pour cette partie, du coup, qualité, comment tu vas faire pour trouver des clients? Je sais des que cobayes. tu m'as déjà raconté une petite, tu sais ce qui t'était arrivé là quand tu avais cherché des personnes à interviewer pour ton mémoire. Voilà, c'est ça. Donc j'ai rencontré le label Copilote, et après j'ai rencontré Laine Andrieux et Philippe Barré, donc qui eux ont déjà donné ce genre de prestations. Donc l'idée, c'est de me rapprocher d'eux et pouvoir m'inspirer de ce qu'ils ont fait. Et puis sinon, je me suis trouvé mon premier cabinet cobaye, puisque effectivement on crée une structure commune pour la production. Donc l'idée, c'est de venir redéfinir des process de prod et pouvoir monter le produit fini et la structure de la prestation qualité avec un Ok. K. C'est un beau projet en tout cas. Et au niveau de l'identité de marque, je crois que il y a des petites folies aussi. Oui, il y a des petites folies, puisque du coup, tout vient du cas de Kangourou, puisque l'idée, c'est de vraiment faire une couveuse de créateurs d'entreprise. Donc, c'est l'idée de la poche du kangourou. Et puis, après, le kangourou, on l'imagine avec des grandes boxes, ou on l'imagine avec un sifflet. Mais du coup, c'est la figure représentative du coach. De la bagarre un peu, mais dans le bon sens du terme. Du coup, maintenant, t'es plus à l'annexe puisque t'es diplômée. Mais du coup, t'es passé à l'assaut du dessus. C'est CJEC. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est CJEC? Alors, le CJEC, c'est le club des jeunes experts comptables. Donc, et mémorialistes, parce que on n'en parle jamais assez, mais les mémorialistes sont aussi invités. En fait, c'est une cible partagée entre l'annexe et le CJEC. Donc, sont invités à venir partager les moments des CJECiens. Et du coup, j'ai pris le poste de vice-présidente. Et puis l'année prochaine, on postulera pour être présidente. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est au CJEC? À quoi ça sert le CJEC? Alors le CJEC, c'est pour vraiment développer son réseau. Donc il y a la même idée que l'annexe, d'un point de vue réunion d'information avec des partenaires pour pouvoir avoir des infos sur des thèmes spécifiques. Mais après, il y a le côté réseautage, mais qui est le même finalement qu'à l'annexe. Et puis, il y a des réductions qui sont d'autant plus importantes au niveau du CJEC. Après, si je pourrais reprendre la devise du CJEC avec représenter, aider, informer. Mais du coup, pour moi, le CJEC, ça va au-delà de ça. Donc, bien sûr, on fait remonter les infos nationales qui font remonter les infos au niveau des instances. Mais nous, au quotidien, en région, c'est pas tout à fait ça qu'on vit, quoi. Et ça peut aider aussi, comme tu disais, quand on s'installe, on a des réductions sur certains logiciels ou dans certaines banques ou autres. Donc ça peut
aider au début de l'installation. Du coup, est-ce que au niveau équilibre vie pro, vie perso, toi, comment tu l'as vécu? Tu disais que travailler plus pour gagner plus, c'était pas forcément ce à quoi tu aspirais en ce moment. C'est ça. Donc ça m'a beaucoup plu pour mes 22 ans. C'était très bien. Mais aujourd'hui, je vois les choses autrement. Alors l'idée, elle vient pas de moi du tout, hein. C'est l'histoire d'une copine qui est partie habiter au Canada et du coup qui est rentrée en France, et je lui ai dit mais tu t'envisages quand même de revenir habiter en France? Et elle m'a répondu ah non, pas du tout. Donc sa première réponse, ça a été la mentalité des Français, mais la deuxième, elle m'a beaucoup plus marquée. Elle m'a dit mais tu te rends compte que moi je travaille 4 jours par semaine, donc j'ai presque autant de jours de week-end que de jours de semaine. Et du coup, elle disait que ça lui avait changé la vie, et je veux bien la croire sur parole. Donc dans mon cabinet, demain, je veux travailler 4 jours par semaine. Seulement toi ou tes collabs aussi? Ah non, moi et mes collaborateurs, bien entendu. Ok. De toute façon, j'ai envie de dire, les 40 heures en 4 jours, on les fait tous, hein. C'est pas un secret, c'est pas un mystère. Donc autant les faire... de toute façon, si on travaille 10 heures par jour sur 5 jours, on fait 50 heures. Ça va pas du tout. Puis on sait bien qu'on les rattrape jamais, nos heures. Donc autant travailler 10 heures par jour, mais sur 4 jours. Donc pas réduire le nombre d'heures, mais... Enfin, on va dire pas 50 du coup, mais on va dire... en faire 35 ou 39, voilà, mais en tout cas sur 4 jours. Sur 4 jours. Ok, c'est un beau... Voir la vie autrement. C'est un beau projet en tout cas, et du coup tu prévois vraiment de couper. Par contre, quand t'es en week-end, tu rouvres pas ton ordi, ou parce que quand c'est chef d'entreprise, c'est un peu la limite. Tu sais, tu te dis ouais, je fais que 4 jours et puis. Alors ça va être très compliqué, puisque de toute façon aujourd'hui je suis incapable de partir en vacances sur mon PC, je suis incapable de ne pas répondre à un mail. J'ai un client qui m'appelle le soir, je vais lui répondre le soir. Enfin, j'aime mon métier et j'aime faire ça. Enfin, je le fais pas par contrainte, mais du coup, je couperai et je répondrai. Je couperai sur ce que j'ai envie de couper, mais je pense que je resterai toujours une passionnée de mon métier, et un client qui m'appelle, je vais pas le laisser en détresse, et si ça prend 2 secondes à faire, autant le faire, quoi. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Les relations humaines. Mais c'est ce que j'aime le plus dans ma vie, en général. Je pense que c'est le sens de la vie. Donc ouais, non, c'est rencontrer un porteur de projet et monter tout le projet avec lui et trouver des idées et être dans les premiers mois de galère à devoir trouver du chiffre d'affaires et avoir 1 milliard d'idées pour trouver du chiffre d'affaires. C'est ça qui me plaît. Et ce que t'aimes le moins? Les délais. Les échéances. Les échéances, ouais. Faut déposer des choses à telle heure, à 23h59, pas à minuit 1. Voilà. Je trouve ça un peu strict, mais d'un autre côté, c'est ce qu'il faut, parce que si on n'avait pas d'échéance, on le ferait jamais. Il y a bon espoir, peut-être que ça change un peu avec la facture électronique et tout, peut-être qu'il y aura des trucs qui seront automatisés, qu'on aura, maintenant il y aura, après il y aura le pré-remplissage de la TVA, etc. Il y aura quand même des petits contrôles, mais a priori ça devrait prendre moins de temps qu'aujourd'hui, donc on espère qu'il y en aura de moins en moins. Est-ce que t'es fière de ton parcours? Ouais. Sans aucune hésitation, je suis très fière. Et c'est pas fini. Non. Alors quels sont tes projets là? Tu vas monter ton cab, alors quand est-ce que ça démarre? En septembre. 1er septembre? Pas 1er septembre, je pense que ça va être fin septembre, début octobre. Donc disons 1er octobre, comme ça il y aura pas de déception. Parce que s'il y a des cabinets qui veulent que tu interviennes pour la qualité, faut leur dire à partir de quel jour ils peuvent t'appeler, Manu. Tout à fait. À partir du 1er octobre, je suis dispo, mais vous pouvez me contacter dès maintenant, il n'y a pas de problème. Je peux faire des rendez-vous et je peux rencontrer des prospects dès maintenant. 1er octobre, tu démarres l'activité. Tu seras toute seule ou tu as déjà prévu d'embaucher quelqu'un? Alors pour l'instant, je vais commencer toute seule, puisqu'on va pas s'enflammer. Hein. Je pars avec un tout petit portefeuille d'expertise. Un kangourou, peut-être une petite peluche. Voilà. Mais voilà, je vais avoir mon copain kangourou et ce sera bien pour commencer. Et puis oui, j'espère pouvoir embaucher un collaborateur assez rapidement. Ok. Et après, quels sont tes projets à terme du coup? Est-ce que tu t'es dit dans 5 ans, je voudrais avoir telle taille de cabinet, ou est-ce que tu te dis je voudrais avoir X clients, X chiffre d'affaires, ou je voudrais passer de la semaine de 4 jours à 3 jours? Non, quels sont est-ce que tu as
une vision un peu de ce que tu vises ou Tout à fait. pas? Je sais que je veux 6-10 collaborateurs maximum. Je veux vraiment une petite équipe. Je veux une super entente. Ce qui compte pour moi, c'est l'ambiance de travail. Je veux que les gens ils soient détendus. Et je veux qu'ils fassent des missions qui leur procurent du Les bonheur. détendent. Voilà, c'est ça. Je veux vraiment qu'ils se sentent bien et qu'ils aient la même passion que moi pour les entreprises, quoi. Donc voilà. T'as pas du tout en fait d'ambition, enfin je veux dire, du coup toi limite tu te dis je veux maximum cette taille-là, bon après tu dis 10, je pense que c'est un ordre de grandeur, mais du coup ton ambition c'est pas du tout d'avoir un cabinet de 100 personnes ou de... Ah non, pas du tout. En fait, ce qui est rigolo, c'est que dans mon parcours, j'ai fait mon stage dans un cabinet de 50 collaborateurs. Après, j'ai fait mon DSCG en alternance dans un cabinet avec 5 collaborateurs. Et après, je suis arrivée au cabinet Follet-Boutin. Et du coup, c'était très intéressant d'arriver au cabinet Follet-Boutin parce que je suis arrivée, j'étais la 13e salariée. Et justement, je me disais, en fait, à quel moment ça dérive ? C'est quoi la taille à ne pas dépasser ? On a été beaucoup trop vite. On est passé de 13 à 30 en 5-6 ans. Donc, je sais pas dire aujourd'hui ce que c'est la taille à laquelle ça dérive. Mais ce qui est sûr, c'est que je veux pas passer les 10. Mais je veux pas passer les 10 parce que j'ai envie d'avoir un confort de vie. Et enfin, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est pas l'argent ou c'est pas de pouvoir me pavaner en disant moi je sors X millions de chiffre d'affaires. C'est pas du tout ça ma stratégie. J'ai vraiment envie de pouvoir répondre aux attentes de mes clients, et pour que mes clients soient satisfaits, il faut que mes collaborateurs soient satisfaits. Donc j'ai juste envie de créer un petit paradis, quoi. Parce que je pense qu'à partir d'une certaine taille, au niveau de la culture d'entreprise, de l'ambiance, etc., enfin, c'est compliqué, déjà même quand on a 10 personnes, que les 10 s'entendent toutes bien entre elles, et du coup, plus tu augmentes la taille, forcément, tu vas forcément avoir des gens qui vont pas s'entendre, donc qui, potentiellement, tu vas avoir une détérioration de l'ambiance de travail, de la productivité, peut-être. C'est ça. Donc, t'as tout compris. Donc, c'est exactement c'est toi qui as tout compris maintenant. On va faire que des petits cabinets. C'est ça. Expert comptable indépendant. Et du coup, est-ce que si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ou pas ? Non, je pense que je ferais la même chose. Je pense que je bosserais les théories de management de mon DSCG. Pour le valider. Ouais. Mais sinon, je pense que je referais tout pareil. Exactement pareil. Ça se voit que tu as un peu trouvé ta voie, entre guillemets, ce que tu veux faire, ce que tu aimes faire. Donc, c'est le principal, je trouve. Tout à fait. Et si tu avais un conseil à donner alors à la Manon qui a 20 ans, donc là, elle a 20 ans, elle est en DCG, elle est chez Pizza Sprint, c'est ça ? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors, à l'époque, elle voulait travailler plus pour gagner plus. Est-ce qu'elle se doute que quelques années plus tard elle sera expert comptable? Non, elle se doute pas du tout. Et si je devais donner un conseil à la Manon qui a 20 ans, je lui dirais profite de ta vie. Arrête de vouloir bosser comme une tarée, profite de ta vie. C'est un super conseil, je pense. J'espère que elle t'entend, ou sinon que toutes les petites Manon qui nous entendent prendre en compte ce conseil. Écoute, je te dis merci beaucoup Manon pour ton temps. C'était très intéressant. Merci à toi Julie pour ta bienveillance et tes questions très pertinentes. Allez, salut. Salut. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Des suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à 2 amis, c'est gratuit. La semaine prochaine, on quitte un peu le monde de la compta pour découvrir le parcours de Philippe, qui a été collaborateur comptable fut un temps. Il est aujourd'hui ingénieur commercial chez ACD, un logiciel de production comptable. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h